Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait de La peau de chagrin, le chapitre 2 intitulé La femme sans cœur, un roman qui a été publié par Balzac en 1831, dans lequel il met en scène son personnage principal, Raphaël de Valentin, en proie avec diverses possibilités de mener sa vie qui vont lui permettre de modéliser sa théorie de l'énergie vitale, selon laquelle nous aurions une somme d'énergie que nous pourrions dépenser ou économiser. Dans cet extrait, Raphaël raconte comment il a suivi les conseils de son ami Rastignac, qui lui a exposé les bienfaits de ce qu'il appelle le système dissipationnel, qui consiste précisément en une dépense exubérante de son argent et donc de son énergie vitale. L'objectif étant, par ces dépenses excessives, de séduire la fameuse femme sans cœur, la comtesse Féodora. Je passe à la lecture du texte. Le prix de mon île me laissa toute dette payée 2000 francs. Certes, j'eusse pu revenir à la paisible existence du savant, retourner à ma mansarde, après avoir expérimenté la vie, y revenir la tête pleine d'observations immenses et jouissant déjà d'une espèce de réputation. Mais Féodora n'avait pas lâché sa proie. Nous nous étions souvent trouvés en présence. Je lui faisais corner mon nom aux oreilles par ses amants, étonné de mon esprit, de mes chevaux, de mes succès, de mes équipages. Le système dissipationnel va ainsi apparaître comme une stratégie de séduction, elle-même intégrée à une stratégie de vengeance. Puisque Raphaël ne peut obtenir ce qu'il désire, il va se perdre dans ce qu'il ne désirait pas. Ainsi, le texte va déployer les multiples raisons qui le poussent à continuer sa stratégie alors même que celle-ci ne fonctionne pas. Cela nous permet ainsi d'étudier le texte en suivant cette problématique. Quels sont les ressorts du système dissipationnel ? Pour répondre à cette question, je diviserai mon texte en 4 mouvements. Un premier de la ligne 1 à 4 dans lequel est exposée la possibilité d'une vie économe. Une deuxième de la ligne 4 à 8 dans lequel se déploie la raison principale, à savoir le désir de plaire à Féodora. Une troisième partie de la ligne 9 à 13, dans lequel est définie une progressive descente aux enfers dans la débauche, et enfin une dernière de la ligne 13 à 22, dans laquelle cette vie dissipée devient progressivement une nécessité. Je passe ainsi aux commentaires. Le texte s'ouvre sur une situation qui est réglée, aussi bien au sens commun qu'au sens économique. En effet, alors qu'il était dans la pauvreté, Raphaël va vendre un terrain qu'il possédait, en l'occurrence une île, pour éponger ses dettes, cette situation lui permettant de retourner à une vie meilleure. Cette modélisation économique est récurrente dans le roman pour illustrer la théorie de l'énergie vitale, la fluctuation monétaire représentant les fluctuations de l'énergie. Ici, 2 choix s'offrent à lui. À nouveau en possession de 2000 francs, il peut soit économiser cet argent et donc son énergie, soit se remettre à le dissiper. Cette première possibilité, celle de l'économie, va être déployée dans la phrase suivante, mais sous la modalité subjonctive, juste pu revenir. Le recours à ce mode subjonctif indique qu'il s'agit ici d'une possibilité non réalisée, une hypothèse complètement fictive. Le mot certes va insister sur le caractère évident et néanmoins déraisonnable de cette hypothèse. En quoi consiste celle-ci ? Eh bien précisément en un retour, nous avons 2 fois le préfixe retourner ligne 2, revenir ligne 3, un retour donc à la mansarde, un lieu de vie simple, peu onéreux, et à une paisible existence de savant, le nom commun faisant référence au verbe savoir préconisé par l'antiquaire, et l'idée de paisible existence à l'ataraxie prônée par le même personnage. Simplement, les observations immenses et l'espèce de réputation à laquelle il a goûté, en d'autres termes ses expériences de la vie, vont venir contrebalancer ce désir d'économie, comme si finalement cette vie du savant n'était pas réellement une vie. Ainsi, dans l'énumération, se révèle déjà le non-choix que constitue cet apparent dilemme. Je passe ainsi à la partie 2. Le système d'opposition va se manifester immédiatement par la conjonction de coordination à valeur adversative, mais qui indique donc le refus de cette vie économe au profit du système dissipationnel prôné par Rastignac. Il est intéressant, dans ce cadre-là, de montrer la forte modalisation dans le texte qui va avoir pour objet
de déresponsabiliser complètement le personnage de Raphaël. De la même manière qu'il n'est pas à l'origine du système dissipationnel, il est la proie de Féodora qu'elle ne lâche pas. On observe la position de sujet du personnage féminin et la position quasiment réifiée ou du moins animalisée de Raphaël, qui est ici placée en complément d'objet à travers le nom proie inclus dans la métaphore de la chasse. Cette déresponsabilisation continue avec l'utilisation de la première personne du pluriel ainsi que l'utilisation de la voix passive qui met en scène, comme qui dirait, un destin auquel il serait soumis. Simplement, il est bien acteur de ce destin, puisqu'il apparaît enfin en position sujet, à la ligne 5. Simplement, si le je est sujet, il n'est pas celui qui effectivement fait l'action, puisque ce sont les amants eux-mêmes qui cornent le nom de Raphaël aux oreilles de Féodora. Son action est finalement illusoire, de même que l'illusion qu'il donne aux amants, qui sont étonnés de son esprit, ses chevaux, ses succès, ses équipages. Ici, on retrouve un effet de parallélisme entre les choses spirituelles, esprit, succès, et les choses matérielles, les chevaux, les équipages. Féodora reprend la position syntaxiquement sujet. Elle est caractérisée par sa froideur, son insensibilité, finalement son adéquation avec son titre de femme sans cœur. Et l'incise, même à cette horrible phrase qui insisterait sur son insensibilité, masque mal la subjectivité de l'adjectif antéposé, qui est donc révélateur non pas de sa perception à elle, mais bien de la perception du narrateur, à savoir Raphaël lui-même. La phrase dite par Rastignac, « Il se tue pour vous », met en scène la possibilité du suicide comme un chantage affectif rendu inefficace face à la froideur et à l'insensibilité de Féodora. Il est intéressant de noter que l'incise du discours direct, dite par Rastignac, repose sur l'utilisation de la même préposition que pour les amants, mettant de fait Rastignac à égalité avec eux, d'autant qu'il est effectivement en train de corner le nom de Raphaël aux oreilles de Féodora. Retour du jeu en sujet, simplement ici, il n'est toujours pas responsable de l'action, puisque c'est le monde entier qui est chargé d'accomplir sa vengeance. Sa caractéristique active est toujours illusoire, et l'expression « le monde entier » faisant référence du coup à ses amants et à Rastignac, inviterait ainsi à penser qu'il est le seul à ne pas compter parmi les amants de la femme qu'il aime, ce qui explique le système d'opposition par l'adversatif « mais » et la négation totale « je n'étais pas heureux ». Le désir de plaire qui fonctionne comme un des ressorts du système dissipationnel est donc en réalité basé sur une triple illusion, l'illusion de l'action, l'illusion du chantage et l'illusion de la vengeance. Je passe ainsi à ma partie 3, dans laquelle nous assistons à une véritable descente aux enfers, cette descente étant marquée dès le complément circonstanciel de manière, en creusant ainsi la vie jusqu'à la fange, qui va modéliser précisément cette descente dans une espèce de marécage moral et pourtant paradoxal, puisqu'il va y prendre une forme de plaisir. Il sent davantage les délices d'un amour partagé, poursuit le fantôme de cet amour, mais simplement cet amour est effectivement toujours illusoire. On le voit à travers le mot fantôme, qui possède la même étymologie que le mot fantasme. Il s'agit donc de la poursuite d'un fantasme qui va se métaphoriser par la référence aux orgies, qui vont devenir un dérivatif, les orgies étant apposées au nom commun dissipation, qui fait référence lui-même au système dissipationnel dans lequel il est engagé. Le système de l'illusion se maintient à travers le verbe tromper, à travers le verbe punir, mais cette fois-ci, ils vont se charger d'une tonalité quasiment tragique par la référence au malheur qui est étymologiquement lié au destin, au mauvais destin, et toujours cet usage de la voix passive des verbes dont le je est sujet. On passe d'un parallélisme à la ligne 6 à un système de chiasme à la ligne 12, les bienfaits, l'ingratitude, les fautes, les plaisirs, qui va venir métaphoriser, révéler le piège dans lequel il est, la fange dans lequel il est englué. Cette énumération paradoxale se clôt sur un aspect absolument négatif, marqué par l'adjectif sinistre et le nom commun débauché, relié comme d'habitude par l'adversatif mais. On est donc passé du désir à l'illusion et de l'illusion à la réalité de la débauche. C'est ainsi que je passe à ma quatrième et dernière partie qui s'ouvre sur le mot enfin, dont on ne peut pas véritablement identifier s'il constitue un complément circonstanciel de temps ou un complément circonstanciel de conséquence, peut-être
modéise-t-il justement les deux en même temps? On retrouve Féodora en position de sujet syntaxique et la première personne en position d'objet, rejetant la faute sur le sujet, déresponsabilisant de fait Raphaël. On retrouve la même structure qu'au début de notre troisième partie. En sondant mon âme, je la trouvais gangrénée et pourrie. En sondant reprend en creusant, mon âme reprend la vie et pourri reprend la fange. Ici on peut noter aussi le champ lexical de la maladie, gangrénée ou lèpre, qui vont véritablement accentuer d'une part la déchéance morale du personnage, mais aussi sa déresponsabilisation. La thématique démoniaque, qui était déjà convoquée par l'idée de malheur, s'explicite ici. Le démon m'avait imprimé son ergot au front, avec une référence possible à la marque de la bête dans l'Apocalypse, faisant par répercussion de Féodora la grande prostituée. Dans la conception de Raphaël se rejoue le texte biblique. Sa déresponsabilisation continue par la position objet de la première personne, le M' ou le me, et on retrouve de même le système de chiasme entre les éléments positifs, tressaillement continuel ou raffinement de la richesse, et les éléments négatifs, risqués ou exécrables, qui fonctionnent aussi comme un chiasme grammatical, puisque les éléments positifs sont des noms et les éléments négatifs sont des adjectifs. La métaphore de l'énergie vitale sous la forme économique est reprise de la ligne 1 à la ligne 17. Riche à millions, j'aurais toujours joué, mangé, couru. Et est intéressant de noter l'usage du conditionnel qui renforce toujours l'illusion de cette richesse, qui est toujours une fuite en avant, un refus de soi, comme il le note à la phrase suivante. On passe ainsi finalement d'un désir à un besoin d'illusion, puisque l'amour de la courtisane est fictif, les amis sont faux, le vin et la bonne chère sont là pour l'étourdir, le faire s'oublier lui-même. À la déchéance morale suit la déchéance sociale, tous les liens sont brisés et le texte se clôt sur un système oxymorique déployé en un système de paradoxe. Galérien du plaisir, donc galérien c'est quelqu'un qui souffre et le plaisir est positif. On a toujours cette notion de destin ou de nécessité qui se montre à travers le choix du verbe devoir et la destinée de suicide, dont le paradoxe va s'expliciter avec la dernière phrase « La mort me rejetait dans la vie ». On peut noter la syllabse sur fortune, c'est à la fois la fin des 2000 francs qui ouvrait le passage, c'est aussi la fin de sa chance, ou plutôt de ses chances auprès de Féodora, et c'est aussi la fin de son destin, ou en sa finalité. Encore une fois, le dernier segment s'ouvre par un adversatif qui montre cette impossibilité paradoxale de la mort et cette déresponsabilisation totale de Raphaël par rapport à cet état de fait. Quels sont les ressorts du système dissipationnel? Premièrement, ce qui est appelé le système dissipationnel repose précisément sur la dissipation, c'est-à-dire sur la dépense effrénée de son énergie vitale qui va être métaphorisée dans le texte par la dépense économique. Et cette dissipation va être conçue dans notre extrait comme une forme de nécessité plus que de choix. Et c'est précisément ce qui la rend systémique. Deuxièmement, le texte identifie explicitement un ressort à ce système dissipationnel, ce ressort étant le désir de Raphaël pour Féodora et le transfert de son insatisfaction sur l'accomplissement de désirs qui se révèlent en réalité illusoires. Le ressort sous-jacent est précisément le caractère accessible de cette illusion. Il n'y a dissipation que dans l'illusion. Troisième point, ce système repose aussi sur une mécanique de descente aux enfers qui va lier le choix de Raphaël à une sorte de destin diabolique qui d'une part le déresponsabilise complètement, mais qui métaphorise bien la chute progressive impliquée par l'adéquation au système. Et en ce sens, les différents champs lexicaux et les références explicites ou implicites au diable vont innerver tout le texte, faisant de fait de Rastignac un personnage de tentateur. On peut rappeler, là encore, saint Augustin, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est d'essence diabolique. C'est bel et bien ce qui est précisé ici. Enfin, ce sera le quatrième et dernier point, il y a tout de même un ressort principal à ce système, et c'est précisément celui du paradoxe, puisque, effectivement, dans le cadre de la théorie de l'énergie, la dépense de son énergie vitale devrait tuer Raphaël. Or, ça n'est pas le cas. De la même manière qu'à l'ouverture du roman, il se révèle incapable de se suicider. Il n'arrive même pas à mourir. Et en réalité, La peau de chagrin est conçue comme le roman d'un long suicide, c'est-à-dire
c'est-à-dire que Raphaël ne mourra que lorsqu'il devra mourir et pas avant. En dernière instance, c'est bien un ressort romanesque qui fait jouer le système dissipationnel. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé d'étudier la construction de la négation, lignes 1 à 4 de Certes à Proie. La négation peut se construire de deux manières, une manière syntaxique par ajout de mots à l'intérieur de la phrase ou de manière lexicale par la préfixation. Dans notre extrait, nous avons une négation syntaxique qui est une négation verbale qui fonctionne de manière bitensive autour d'un verbe conjugué, ce qui va donner une construction particulière puisque normalement les deux éléments de la construction bitensive encadrent le verbe, mais dans le cas des verbes conjugués au temps composé, ils encadrent uniquement son auxiliaire. Ici, l'occurrence est Féodora n'avait pas lâché sa proie. Nous avons bien la construction bitensive formée du discordantiel, ne, ici élidé devant initiale vocalique, et la présence d'un forclusif, pas, qui va donner une extension totale à la négation. On pourrait penser qu'il s'agit là de la seule négation, mais en y regardant plus attentivement, on peut se poser la question sur le mot immense, puisque le préfixe i, en l'occurrence ici im, fait partie de la liste des préfixes négatifs, La question alors est la suivante, est-ce que la racine sans son préfixe existe? En l'occurrence, est-ce que mens a un sens? On serait tenté de dire que non, puisqu'effectivement le mot mens n'existe pas en français moderne, simplement ce serait oublier l'étymologie de ce mot. En l'occurrence, si on prend en compte son étymologie, on se rend compte que mens vient de mensus, qui est du coup un mot latin, le participe du verbe metior, qui veut dire mesurer, et donc par répercussion, mensus devient la mesure, immensus, ce qu'on ne peut pas mesurer. On est donc bien ici dans le cas d'un préfixe négatif, même si le mot positif n'existe plus en français moderne.